Bonsoir. C'est un grand plaisir de vous voir, de vous revoir. Merci pour votre fidélité à nos soirées. Nous continuons à célébrer le deuxième bicentenaire de Fyodor Mikhailovich Dostoïevski. Et ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Michel Nicqueux, professeur de l'université de Caen, l'auteur du dictionnaire Dostoïevski, qui est paru récemment aux éditions Institut d'études slaves. Cette soirée sera animée par Jean-Louis Bacchès, professeur émérite de la Sorbonne, lui aussi grand spécialiste de Dostoïevski. Il lui a consacré sa thèse, de très nombreux articles, et tout récemment, il a écrit le livre qui s'appelle Dostoïevski et la logique, et nous avons eu le plaisir de le présenter dans nos murs il y a peu de temps. Donc, dictionnaire Dostoïevski et Dostoïevski et la logique sont disponibles à notre librairie. Et à la fin de cette soirée, vous pouvez demander des dédicaces chez les deux auteurs. Nous avons donc une chance extraordinaire aujourd'hui d'entendre un dialogue entre deux grands lecteurs de Dostoïevski. Écoutons attentivement. À la fin de la soirée, nous allons ouvrir une discussion où chacun peut poser des questions. Donc sans plus tarder, je passe le micro à Jean-Louis Bacchès et je remercie de tout cœur nos deux intervenants d'être là ce soir avec nous malgré toutes les difficultés qu'on vit. 5e vague du Covid, mauvais temps, d'autres difficultés, pas de difficultés quand il faut parler de Dostoïevski. Merci beaucoup. Asseyons-nous. Vous êtes chez vous. Alors, vous avez devant vous deux anciens Caennais. Nous avons enseigné dans l'université de Caen l'un et l'autre. Nous ne sommes normands ni l'un ni l'autre, mais ça fait rien. Je vais dire quelques mots simplement pour présenter le travail de Michel Nicqueux. J'ai retenu, avec sa permission, un certain nombre de ses écrits. Alors, je commencerai par cette thèse. Sa thèse était consacrée à un écrivain qui malheureusement n'est pas bien connu, Serge Klitschkov, et insiste sur les problèmes de la littérature paysanne. Je pense que ça a une très grande importance pour Dostoïevski même. Vous avez un peu abandonné Klitschkov. Vous avez à ce moment-là traduit un texte de Klitschkov, le livre de la vie et de la mort. Parmi les traductions que vous avez données, non, c'est pas une traduction. Parmi les éditions que vous avez données, il y en a une qui est particulièrement amusante. Ça s'appelle Les mystères de Saint-Pétersbourg. C'est une très mauvaise traduction ou une adaptation très libre d'un texte qui s'appelle effectivement en russe Les mystères de Saint-Pétersbourg. Personne ne sait qui a fait ce livre. Enfin, vous avez des tas d'hypothèses à proposer, mais rien n'est bien. Ça se lit vraiment avec beaucoup de bonheur. C'est, à mon avis, bien supérieur à comment ça s'appelle, Rouletabille chez le Tsar. C'est tout à fait, c'est bien meilleur. Bon, alors parlons de choses sérieuses. L'histoire de l'utopie en Russie que vous avez écrite avec Léonid Heller, le très abondant volume de documents intitulé L'Occident vu de Russie. Bon, il faudrait parler de vos articles, de vos nombreux articles, qui d'une manière générale s'intéressent peut-être plus particulièrement à l'histoire des idées. Le masque. Ah oui. Tu as fait aussi un certain nombre de traductions. J'ai noté particulièrement, parce que j'aime beaucoup cette dame, le livre Une nihiliste de Sophie Kovalyevskaya, dont nous savons qu'elle s'est beaucoup intéressée à Dostoïevski dans son jeune temps. Elle a même appris à jouer la sonate pathétique pour lui faire plaisir. Sur lequel il y a un article dans le dictionnaire. Oui, bien sûr, il y a un article dans le dictionnaire. Alors, venons à ce dictionnaire. C'est un texte assez exceptionnel pour plusieurs raisons. Le premier, c'est qu'il n'est pas publié par un éditeur commercial. Il est publié par l'Institut d'études slaves. Le second, c'est le plus important, c'est qu'il est dû entièrement à Michel Nicqueux. Ces derniers temps, on a fait beaucoup de dictionnaires de différentes personnes. Dictionnaire, il y a un dictionnaire Saint John Perse, il y a, enfin bon, etc., etc. Toujours, on fait
recueil d'articles. On demande à un certain nombre de spécialistes d'écrire des textes un peu longs. Mais c'est toujours fait par une réunion de commentateurs. Là, tu t'es chargé tout seul du dictionnaire de Dostoïevski. Je commencerai par te poser, si tu veux bien, une question. Évidemment, ce dictionnaire s'adresse à un très large public, mais quand tu l'as écrit, est-ce que tu pensais plus particulièrement à un public, à des lecteurs? Oui, c'est une idée qui m'est venue en pensant à des questions que me posaient souvent les étudiants. Par quoi commencer? C'est compliqué, je m'embrouille, il y a beaucoup de personnages. Par quoi commencer? Alors j'ai voulu, en pensant aux étudiants qui n'avaient pas ou hésité à rentrer dans cet univers complexe et foisonnant, j'ai voulu leur donner quelque chose à la fois de simple, des lignes, quelques lignes. C'est un guide. Si on traduit dictionnaire en russe, il ne faut pas traduire par slava, il faut traduire par putevaditel. Putevaditel po Dostoïevskomu. Donc un guide avec des notices, bien sûr, sur les ouvrages, mais qui ne remplace pas leur lecture, bien sûr. Simplement donner un canevas, les grandes lignes, et puis quelques indications sur les personnages, sur l'accueil de la critique. Donc des ouvrages, des notices sur les œuvres, des notices sur les motifs récurrents, c'est-à-dire que l'on trouve dans différentes œuvres. Et là, je peux en énumérer certains comme ceux qui sont consacrés à des idées métaphysiques, idées philosophiques, le bien, la liberté, le mal, idées russes, le messianisme, le nihilisme, l'occidentalisme, le slavophilisme, l'enracinement dans le sol, qui est une sorte de milieu entre le slavophilisme et l'occidentalisme, en russe pochvinichestvo, idées esthétiques, le beau, le fantastique, le réalisme, ainsi que des articles sur l'art de Dostoïevski, la narratologie, un article sur Bakhtin, le narrateur, les incipites, c'est-à-dire les débuts de textes, dont Dostoïevski toujours entre d'emblée dans l'action. Des articles un peu plus surprenants, comme celui consacré à l'adverbe soudain, vdruk, que l'on trouve 820 fois, dans 400 environ dans Crime et Châtiment. Et cet adverbe introduit une action soudaine, bien sûr, mais surtout un changement d'état d'âme, en donnant une impression de convulsion, de saccade, de soubresaut qui rappelle un peu les débuts du cinéma muet. Une citation: soudain, sans qu'il sût comment cela était arrivé, il se jeta aux pieds de Sonia, comme si une force invisible l'avait soulevé. Il se mit à pleurer en les enlaçant. Il était régénéré, il le savait. Donc soudain, véritablement, introduit un changement d'état d'âme, une régénération. Des articles sont consacrés aux questions religieuses qui sont au centre de toute l'œuvre de Dostoïevski, la question de la foi et de l'athéisme, des difficultés que représente pour la raison le mal, l'existence du mal, de la souffrance. Article aussi sur l'athéisme, que le Starets Tikhon dans Les démons préfère à l'indifférence des gens du monde. Article sur la Bible et surtout les évangiles, qui furent pratiquement la seule lecture de Dostoïevski au bagne. C'est dans un évangile que Dostoïevski apprit à lire à un musulman qui était dans le bagne avec lui. Article sur le catholicisme, qui est pire pour Dostoïevski que l'athéisme, car il incarne la tentation du pouvoir temporel
qui est représenté par le grand inquisiteur dans la légende du même nom dans les frères Karamazov, le grand inquisiteur qui veut décharger les hommes du fardeau de la liberté en les infantilisant. Il y a aussi des articles sur la culpabilité, même l'omniculpabilité, une notion reprise par le philosophe Emmanuel Lévinas. Le diable, qui est le mauvais double de l'homme, qui apparaît à Ivan dans les frères Karamazov, et le mal qui est le corollaire de la liberté. Pas de liberté sans l'existence du mal. L'homme étant libre de choisir le mal ou le bien. Et bien sûr, un article sur Dieu qui, je cite Dostoïevski, dont l'existence m'a consciemment et inconsciemment tourmenté ma vie entière. Il dit ça en 1870. Et je parle aussi du Dieu russe, une notion typiquement dostoïevskienne, défendue par Chatov dans Les démons, mais contestée par Stavrogin, qui en était à l'origine. Le Dieu russe est une réduction de la religion à un marqueur identitaire qui porte le nom une histoire de la religion porte le nom de philétisme ou d'ethno-religion, c'est-à-dire la confusion du national et du religieux, la confusion de l'identité nationale et de la religion. C'est une hérésie qui a été condamnée par un concile pan orthodoxe en 1872 à Constantinople, mais ça reste répandu et dans nombre de pays, pas seulement en Russie. C'est un problème qui est toujours d'actualité. Mais Dostoïevski surmonte ce nationalisme religieux en présentant, dans un fameux discours sur Pouchkine en 1880, en présentant les Russes comme étant universalistes. Donc, c'est le particularisme russe qui est doté d'une valeur universelle et qui ainsi échappe à l'accusation de nationalisme. Le peuple russe... Tu permets? Oui. Si je ne me trompe, dans ton article sur le Dieu russe, Oui. Tu fais état de l'apparition de l'expression chez des auteurs antérieurs à Dostoïevski. Oui. Oui. C'est pas tout à fait lui qui l'a inventé. Non, c'est ce que tu dis. Il ne l'a pas inventé, mais il a repris et surtout développé. Il l'a mise dans la bouche d'un personnage fondamental de son roman Les démons. Oui, sinon l'expression est apparue à peu près à l'époque de la campagne de Napoléon, le dieu russe étant celui qui accompagnait les armées russes pour les faire vaincre. Parce que Napoléon est l'antéchrist. Oui. Oui, c'est vrai. Oui. Donc je parlais des motifs récurrents aussi auxquels sont consacrés des articles. Il y a l'argent, le chaos, l'ennui, l'égoïsme, l'orgueil, la souffrance, les juifs, le soleil couchant dont les rayons obliques, c'est une expression qui revient à plusieurs reprises dans l'œuvre de Dostoïevski, dont les rayons obliques sont toujours liés à un moment privilégié de l'action. Et pour ces motifs récurrents, m'a aidé une banque de données russe Corpora, ça s'appelle, qui permet de repérer les occurrences d'un mot dans toute l'œuvre de Dostoïevski ou dans seulement un roman. Donc de pouvoir faire des comparaisons. Par exemple, le cœur apparaît 680 fois dans l'œuvre de Dostoïevski, l'argent 537 fois, le bouffon qui est un type de personnage important, le bouffon 90 fois. Et puis il y a des articles sur des écrivains qui en amont ont nourri Dostoïevski, à commencer par Balzac, dont Dostoïevski a traduit Eugénie Grandet, Fourier,
dont s'est entiché Dostoïevski et pour lequel il a été condamné à mort, peine commuée en bagne. Il y a aussi Blaise Pascal, Pouchkine, Georges Sand, dont Dostoïevski véritablement était amoureux, Schiller, le romantique, et puis des notices sur des écrivains qui, en aval, ont eu un dialogue fécond avec Dostoïevski. Alors je n'ai retenu que des Français, Camus, Claudel, Gide, Malraux. Je regrette de ne pas avoir mis Georges Bernanos, chez qui on peut trouver de nombreuses traces de la lecture de Dostoïevski, notamment sur le problème du mal et du mal causé aux petits-enfants. Donc pour la perception de Dostoïevski en Russie, j'ai fait un choix, là aussi, je n'ai retenu que Gorky, Lénine et Solzhenitsyn. Et il y a un parallèle à faire entre Dostoïevski et Solzhenitsyn, dont le parcours est étonnamment semblable. Tous les deux, dans leur jeunesse, ont eu un engouement pour le socialisme utopique pour Dostoïevski, le marxisme pour Solzhenitsyn. Ensuite, tous les deux font des études scientifiques qui sont détrônées, interrompues par la vocation d'écrivain. Ensuite vient l'arrestation pour dissidence idéologique. Tous les deux ont été arrêtés à 27 ans, au même âge. Donc ensuite le bagne, le camp pour Solzhenitsyn, qui entraîne la révision des valeurs, l'adhésion au christianisme orthodoxe et la critique de la religion du progrès, de la civilisation profane, qu'elle soit en Occident ou en Russie, enfin en Union soviétique, et l'ambition pour tous les deux ensuite d'agir sur la société, pour Dostoïevski par l'intermédiaire du journal d'un écrivain, pour Solzhenitsyn par ses interviews, ses articles dans la presse et à la télévision, et pour tous les deux un certain prophétisme. Donc un parcours très semblable à plus de 100 ans de distance. Alors, les articles strictement biographiques sont limités à quelques personnes de l'entourage de Dostoïevski, à ses deux épouses, à son amante Apollinaire Souslova, et à certains contemporains de Dostoïevski avec lesquels il a eu des échanges plus ou moins polémiques, à commencer par Tchernychevski, Herzen, qu'il estimait beaucoup malgré leurs différences idéologiques, Vladimir Solovyov, Tourgueniev, qui est caricaturé dans une scène des démons. Alors, dans tout cela, dans tous ces articles, au nombre de 118, c'est Dostoïevski qui a la parole en premier, par des citations, et ensuite les commentaires des contemporains ou des critiques russes ou occidentaux ne viennent qu'ensuite. La source de ces articles, c'est bien sûr les œuvres complètes en 30 volumes de Dostoïevski qui ont paru à l'époque soviétique et qui comprennent des commentaires extrêmement fouillés et intéressants, qu'il était intéressant de porter à la connaissance, du moins pour ce qui est important, à la connaissance du grand public. Car si c'est aux étudiants que j'ai pensé en composant ce dictionnaire, j'ai pensé aussi à un public plus large qui n'a pas forcément accès à ces travaux scientifiques. Il y a des milliers de pages écrites sur Dostoïevski depuis 150 ans, mais il est dommage qu'elles ne soient réservées qu'aux chercheurs.
Donc j'ai extrait la substantifique moelle de tout ce qui avait été écrit sur Dostoïevski et puis accompagné les articles d'indications bibliographiques qui ne sont pas exhaustives bien sûr, mais qui permettent à ceux qui le veulent de poursuivre la recherche. Et les 3/4 des références que je donne sont accessibles sur Internet. Donc voilà grosso modo ce que je pouvais dire de ce dictionnaire, avec une illustration de couverture qui a suscité un débat au sein de l'Institut d'études slaves. C'est un buste, un bronze de Ernst Nieizviestny, un sculpteur soviétique qui a émigré ensuite, qui est notamment l'auteur d'un beau monument à Khrouchtchev, qui est dans le cimetière du monastère Novodievitchi à Moscou. C'est un bronze qui est conservé au musée Dostoïevski de Saint-Pétersbourg et la direction de ce musée nous a autorisé à le reproduire gratuitement. Bon, alors tu dis, c'est vrai que tu cites beaucoup Dostoïevski lui-même. Il y a un passage où tu indiques que tu cites la traduction de Boris de Schleuser. Mais d'une manière générale, il me semble que tu n'indiques pas les traducteurs. Est-ce que c'est toi? Et si oui, pour quelle raison? Est-ce qu'il y a des traductions dont tu n'es pas content? J'indique aussi, mais je l'indique une fois pour toutes, je crois. Alors, j'ai pas trouvé. Que je suis dans l'ensemble les traductions de la Pléiade, des volumes de la Pléiade, qui sont dus à différents traducteurs. Et certaines, je les corrige, bien qu'elles soient bonnes, pour qu'elles répondent mieux à la littéralité du texte et qu'elles répondent mieux à l'objet de la notice du dictionnaire. Les traductions, il y a deux grands ensembles de traductions, celles des années 1920-1930 qui ont été publiées dans la Pléiade et qui sont reprises maintenant en édition de poche folio, avec souvent des dossiers pédagogiques qui sont intéressants. Et puis il y a les traductions de André Markovitch qui ont paru car il a terminé cette traduction de l'intégrale de Dostoïevski qui ont paru aux éditions Actes Sud. Et Markovitch a le mérite de mettre l'accent sur l'oralité de la langue de Dostoïevski qui a été souvent trop lissée, polissée. Et là, c'est Jean-Louis Baquès qui a étudié le problème pour sa thèse. Des traductions, par exemple, qui supprimaient des répétitions, car on sait que le français n'aime pas les répétitions. Et c'est quelque chose que Markovitch a rétabli. Et en ce moment, je travaille sur Gogol, un dictionnaire Gogol, et je m'aperçois que là aussi, les traductions ont été souvent trop lissées pour correspondre au soi-disant goût du français. L'homogénéité de la Pléiade est très discutable. Tu as des traductions de Pierre Pascal, qui, à mon avis, sont remarquables. Tu as à côté de ça des choses qui sont tellement lissées qu'elles sont méconnaissables. Oui. Je me rappelle quelque part dans l'Idiot, à un moment, Rogojin raconte que il a eu une déception, je ne sais plus laquelle. Enfin, il croyait que, et puis il s'était trompé. Et alors, le traducteur français dit, et c'est Rogojin qui parle, « Mais j'étais loin de compte. » En russe, il dit « Koudu ». C'est un peu étonnant. Bien. Bon, on ne va pas ouvrir ici le dossier Markovitch, on en serait encore... Non, mais il est bon de lire ces deux traductions, deux traductions différentes, de comparer, surtout pour ceux qui ne connaissent pas le russe. Non, l'intérêt de Markovitch, dont tu le dis, il le dit lui-même, c'est qu'il traduit de l'oralité. Mais à mon avis, il fausse les choses en disant ça. Parce que
quand on a affaire à une conversation détendue, familière, il traduit dans un français détendu, familier. Mais quand on a affaire à un texte de bonne qualité littéraire, il traduit dans un texte de bonne qualité littéraire. Il rend compte, c'est ça qui me paraît important, il rend compte de la variété des styles de Dostoïevski, qui permettrait peut-être, ce qui permettra peut-être de tordre le cou à cette idée idiote qu'on rencontre encore écrite régulièrement, que Dostoïevski écrivait mal. Enfin, c'était ma première rencontre avec Dostoïevski. J'avais entre les mains les frères Karamazov et la préface commençait par « Il est de notoriété publique que Dostoïevski écrivait mal ». Et le traducteur en question, j'ai oublié son nom, terminait en disant que un écolier qui écrirait de cette manière n'obtiendrait pas son baccalauréat. Oui, Or, Dostoïevski a obtenu son baccalauréat. Il a fait des études honnêtes. Bon. il y a un article dans le dictionnaire qui est intitulé « Traduire Dostoïevski ». Oui. Et je cite une traductrice, Kira Sanin, qui fait précéder sa traduction d'un avertissement du traducteur dans lequel elle dit « Dostoïevski est un malade et sa langue s'en ressent ». Non, mais c'est indécent. Ça date de 1969. Mais oui, mais ça pourrait se dire encore. Ceci étant, j'ai trouvé un jour sous la plume de Dominique Fernandez une phrase du genre il n'obtiendrait pas son bachot. Il écrit comme un mauvais élève qui traduit mot à mot du latin. Hein. Oui, eh bien, oui. C'était pas de ceci qui était question, c'était de Markovitch. Bon, mais ça n'a rien à voir. Bon, alors. Tout à l'heure, tu as énuméré un certain nombre de thèmes qui ont retenu ton attention. Je ne sais pas si tu l'as fait exprès, mais alors qu'il existe des articles sur ces sujets dans ton livre, tu n'as pas prononcé ni le mot « jeu » ou « roulette », ni le mot « épilepsie ». Et ça me paraît extrêmement... En fait, tu en dis des choses, bien entendu. Mais ça me paraît extrêmement important dans la mesure où, pendant très longtemps, dans l'opinion qu'on se faisait en France de Dostoïevski, il était fondamental de souligner qu'il était épileptique et qu'il était un joueur invétéré. Est-ce que cette idée exagérée, peut-être, est en train de passer non pas de disparaître, mais de passer au second plan. On n'expliquera pas tout Dostoïevski par la roulette et l'épilepsie. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que tu te trompes pour le jeu, car il y a un article non, je l'ai dit, tu as écrit un article sur le jeu et tu as écrit un article sur l'épilepsie. Mais tout à l'heure, quand tu as cité tous les articles, tu as laissé tomber. Tu ne l'as peut-être pas fait exprès, je ne sais pas. Je ne pouvais pas citer les 118 articles. Oui, bien entendu. Oui. Mais c'est vrai que ce sont des notions fondamentales. Ça, le jeu qui a inspiré un récit intitulé précisément Le joueur. Et puis ce qu'il y a de remarquable aussi, c'est que Dostoïevski a su du jour au lendemain, à partir du moment où il véritablement était complètement possédé par le jeu, du jour au lendemain, s'arrêter, promettre à sa femme de ne plus jouer, et il a tenu sa promesse. Elle n'y croyait pas. Oui. Elle n'y croyait pas, mais elle l'a reconnu. Oui. Enfin, ceci étant... C'est une force de volonté. Ah oui, c'est remarquable. Oui. C'est remarquable, évidemment. Oui. Alors, sur l'épilepsie, il a couru aussi beaucoup de bruits inexacts, et tu remets les choses au point. Oui, enfin, j'expose les différentes versions de l'épilepsie. Oui, enfin, d'une part, tu rappelles que l'épilepsie n'est pas prouvée avant le bagne, apparemment. Là. Oh, oui. Et d'autre part, tu rappelles ce dont Jacques Cateau faisait état dans sa thèse, l'opinion du professeur, mon Dieu, comment s'appelle-t-il ? Professeur Gastaud, j'ai oublié, Henri Gastaud, je crois, qui est un grand spécialiste de la question, qui était un grand spécialiste de la question, qui prétend qu'il n'a jamais rencontré d'aura épileptique chez ces malades. Oui, les psychanalystes ne sont pas d'accord entre eux. Et alors c'est autre chose. Ce n'est pas
Nous sommes incapables de trancher dans ces débats entre psychanalystes, mais je cite au début de cet article sur l'épilepsie, je cite Jacques Catteau, auquel je dédie ce dictionnaire, car ça, il l'a bien mérité. Ce fut le plus grand spécialiste de Dostoïevski en France. Faire remonter la comicialité, c'est-à-dire l'épilepsie, à un événement traumatisant de l'enfance, ou à l'assassinat du père en 1839, thèse adoptée par Freud à partir de fausses données biographiques que Stefan Zweig lui avait de bonne foi communiquées, thèse depuis reprise par la plupart des exégètes, est une erreur. Et surtout, l'épilepsie n'est pas la source du génie. L'épilepsie ne féconde pas mais entrave la création. Chaque crise était pour le romancier un naufrage total de l'être E, accent circonflexe. On en décompte quelques 400 crises. Et après, c'était une semaine d'épuisement. Oui, enfin, oui, ça, capacité. Ça épuisait complètement Dostoïevski. Donc ces notices, c'est essentiellement des mises au point. À partir de tout ce qui a été écrit sur le sujet, ce sont des mises au point dans lesquelles je prends rarement position. À chacun ensuite de tirer les conclusions qu'il veut à partir des données qui sont disponibles actuellement. Alors, j'y reviens. On a longtemps établi, peut-être comme Dostoïevski lui-même, un rapport entre les crises d'épilepsie et les visions merveilleuses de l'harmonie du monde. Enfin, ce qui est décrit dans la crise du prince Mouchkine, au moment où Rogojine va l'assassiner, ou ce qui est décrit, ce à quoi fait allusion Kirillov. Il y a un moment, disent-ils, juste avant la chute, il y a un moment où le monde est extraordinaire et tout est en merveilleuse harmonie. Et alors, la relation entre la crise épileptique et le moment d'extase est, semble-t-il, discutable. Il est discutable pour les psychanalystes et encore pas pour tous, mais je crois qu'on peut faire confiance à l'auteur, Dostoïevski, pour décrire l'aura comme il l'a décrit. Il faut sans doute l'avoir éprouvé, l'avoir ressenti. Ah oui, donc ça, oui. Mais de toute façon, les psychanalystes n'ont rien à dire là-dedans. Moi, je parle pour l'instant des spécialistes d'épilepsie, ce qui n'est pas du tout la même chose. Oui. Maintenant, que les psychanalystes ne soient pas d'accord, oui, mais les entre spécialistes de l'épilepsie aussi ne sont pas d'accord entre eux. C'est absolument vrai, oui. Oui. Alors, pardon, j'ai bêtement refermé mon cahier. Oui, alors je voulais te poser des questions un peu particulières, un peu bizarres, sur la Sofia et le prénom de Sonia. Le prénom de Sonia, qui est donc le prénom de Sonia Marmeladov dans Les Crimes et Châtiments, et le prénom dans l'adolescent de la mère du héros narrateur. Sonia, Sofia, Sophie, la sagesse biblique, le livre de la sagesse. Voilà. Tu fais des allusions. Est-ce que, si tu avais 300 pages de plus, tu aurais étendu ces allusions ? C'est quelque chose qui a été la notion de Sophia, c'est-à-dire de présence du divin dans l'humain, d'incarnation du divin dans l'humain. Ça a été surtout élaboré, creusé à l'époque de l'âge d'argent, à la fin du 19e, début du 20e siècle, par Solovyov et par d'autres, et dans l'émigration par Léonid Zander, qui a écrit un livre sur... je crois que ça s'appelle Le bien
dans l'œuvre de Dostoïevski, Le problème du bien, paru en français en 1946, dans lequel il y a plusieurs chapitres sur la notion de Sophia. C'est quelque chose que les contemporains de Dostoïevski n'avaient pas remarqué, mais qui a été découvert, interprété, mis en valeur par les penseurs religieux de l'âge d'argent. Et plus depuis. Ça a été oublié depuis? Il me semblait que dans Moczulski, il y avait des choses là-dessus. Oui, mais c'est la même époque à peu près. Oui, oui. Bien entendu. Oui, oui. L'immigration est très marquée via Père Serge Bulgakov. Oui. Zander étant un disciple du père Bulgakov, oui. Alors, ça pose la question de la connaissance de la Bible et des commentaires sur la Bible que pouvait avoir Dostoïevski. Oui, qui était profonde, cette connaissance. Mais il y a la connaissance et puis il y a l'intuition de ces génies que sont ces grands écrivains. Hein. Alors, je vais insister un peu sur le même point. Dans certaines traditions fort anciennes, la sagesse ou la Sophia est tombée, elle est déchue, elle est tombée dans la boue de ce monde et il s'agit de l'en tirer. Et d'une certaine manière, le fait que Sonia Marmeladova soit aussi mal tombée a une signification peut-être théologique. Oui, certainement. Mais elle est tombée, mais elle est l'instrument de la régénération de Raskolnikov aussi. Oui. Non. Alors pour tout dire, qu'est-ce que les gnostiques ont à voir avec Dostoïevski? J'y arrive. Dostoïevski n'est pas manichéen. Les gnostiques sont manichéens. Oh là, tu vas bien vite, là. Non, oui, d'accord. Bon, je vois que... Non, les... Si on lit l'évangile de Judas, ils ne sont pas manichéens. Oui, non, mais de toute façon, le mot gnostique couvre des tas de choses, des tas de pensées différentes. Et dans quelle mesure la pensée de Dostoïevski peut-elle être considérée comme gnostique? Ou s'est-il intéressé d'une manière ou d'une autre à la pensée gnostique? À son époque, elle était peu connue, peu étudiée. Le gnosticisme a été redécouvert là aussi à l'âge d'argent par Vladimir Solovyov en premier, chez lequel on trouve précisément cette notion de Sophia déchue. Donc tout ce qui concerne le gnosticisme, ça a été redécouvert à la fin du 19e, début du 20e. Et... Il en est largement question dans Flaubert. Oui. Et Flaubert et Dostoïevski sont nés la même année. Oui. Alors, ce qui est nouveau depuis un certain temps, c'est qu'on a des textes authentiquement gnostiques et pas seulement des textes de chrétiens opposés à la gnose, mais ils étaient déjà connus. Bon. Alors, je te poserai d'autres questions volontiers, toujours un peu dans le même sens. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur ton travail de thèse. Dans quelle mesure Dostoïevski connaît-il la littérature populaire où il est question de religion? Tu cites régulièrement, et à propos d'un chapitre brûlant, tu cites le Rajdieni, enfin comment traduire ça en français, le voyage de la mère de Dieu aux enfers. Voilà, absolument. Oui, et traduit Pierre Pascal. Et alors, tu cites ce texte qui est considéré comme un texte largement répandu en dehors des milieux d'intellectuels.
largement répondu, je ne sais pas si je dis ça exactement comme ça, mais c'était connu des intellectuels, oui. Est-ce que c'est connu en dehors des milieux intellectuels? Est-ce que ça fait partie des choses dont Makar Ivanov pourrait avoir entendu parler? Ce personnage Oui, extraordinaire. C'est possible, peut-être pas sous la forme que de l'apocryphe traduit, enfin édité à l'époque de Dostoïevski, ensuite traduit par Pierre Pascal. C'est un apocryphe savant, mais dans les légendes populaires ou les chants des pèlerins, les Kaliki Pierrejogi, on trouve ce motif de l'intercession de la Mère de Dieu auprès des damnés de l'enfer, intercession qui intervient à une période particulière de l'année. Je ne sais plus si c'est avant ou après Pâques. Donc il y a une rémission des péchés. Et là, il y a quelque chose d'intéressant, parce que dans la version russe, les damnés sont rachetés, mais ne le sont pas les juifs. Et cette exclusion des juifs, on ne la retrouve pas dans la légende telle qu'elle est rapportée par Dostoïevski. Et ça, c'est quelque chose qui a échappé à l'auteur d'un ouvrage par certains côtés discutables, mais par ailleurs bien informé sur Dostoïevski et les Juifs. Donc il aurait senti cette incompatibilité de cette exclusion des Juifs de la miséricorde de la Mère de Dieu, et ne l'aurait pas reprise dans la légende telle qu'il l'expose. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres légendes de ce même genre dont il pourrait avoir eu connaissance et auxquelles il ferait allusion? Dans l'Occident, il y a le voyage de Saint Brandam, mais je ne sais pas si... Oui, bien sûr. Mais je pense à ce que Dostoïevski pouvait connaître de cette littérature en grande partie orale, ce qu'il pouvait connaître, par exemple, de la vie des saints. Les fameux Chetimignei. Il les connaissait, puis il en avait été nourri sous une forme moins savante que les Chetimignei, mais il en avait été nourri par les récits de son enfance, de sa mère en particulier. Ah, tu considères que les Chetimignei sont... Enfin, c'est un peu l'équivalent de un saint pour chaque jour du mois, si j'ose dire. Ça existait, ça, autrefois en France. Ou comment traduire les Chetimignei? Pardon? Oui, c'est la vie des saints, mais la légende dorée. C'est une espèce de légende dorée, oui. Mais tu considères ça comme un ouvrage savant? Non, mais enfin, en volume, c'est énorme. Oui, bien sûr. Oui. C'est pour ça que c'est beau. Oui. Et il y a des versions plus courtes, plus simples, qui étaient répandues dans le peuple, sous forme de petits livres colportés par les marchands ambulants. C'est plutôt sous cette forme que c'était répandu. Parce que les Chetimignei, dans leur ensemble, c'est plutôt des livres de bibliothèque religieuse. Ce qui les rend savants, c'est la langue. C'est écrit en slavo. Ah oui. Oui. Donc du coup, mais ça a été traduit. Ça a été traduit en russe. Oui. Et assez tôt, si je ne me trompe pas. À l'époque de Dostoïevski, c'était traduit en russe. Oui. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de repérer ce qu'il en est de la religion du peuple russe dont on parle tant et dont on parle d'un peu loin. Oui. Quelle connaissance Dostoïevski pouvait-il en avoir? Il en avait une connaissance directe avec ses contacts du bagne. Oui. Et c'est le bagne qui a ramené Dostoïevski à la religion de son enfance, dont il s'était éloigné en s'intéressant, en s'entichant du socialisme utopique de Fourier et autres.
Et c'est le bagne qu'il a redécouvert la foi du peuple dans les condamnés du bagne, qui n'étaient pas des petits saints, bien sûr, mais ça a été déterminant pour sa conversion, ce que certains considèrent comme une conversion, car il a été tenté non seulement par le socialisme utopique, mais il a été tenté, il le dit lui-même, par l'athéisme. Il dit dans une... Oui, je voulais les citer, je crois, dans cette lettre Oui. Qui, consciemment ou inconsciemment, J'ai été tourmenté. oui, j'étais tourmenté par l'existence de Dieu. Et c'est là qu'il dit que s'il devait choisir, si on lui disait que la vérité n'était pas avec le Christ, enfin la vérité du monde, il choisirait néanmoins de suivre le Christ. Je suis enfant de mon temps, enfant de l'incroyance et du doute, jusqu'à présent, et même, je le sais, jusqu'au tombeau. Et pourtant, Dieu m'envoie parfois des instants de paix absolue. Dans ces instants-là, j'aime et m'estime aimer des autres, et c'est dans ces instants-là que j'ai forgé en moi un credo où tout m'apparaît limpide et sacré. Ce credo est fort simple, le voici. Croire qu'il n'est rien de plus beau, de plus profond, de plus sympathique, de plus raisonnable, de plus viril et de plus parfait que le Christ. Bien plus, si quelqu'un me prouvait que le Christ est hors de la vérité, et que la vérité fut réellement hors du Christ, je voudrais plutôt rester avec le Christ qu'avec la vérité. On peut considérer véritablement que c'est le credo de Dostoïevski. Là, il faut entendre la vérité, non pas comme vérité absolue, vérité divine, mais la vérité telle qu'elle est conçue dans le monde. La vérité relative, vérité... Es-tu sûr? Oui. Parce qu'il est tout de même dit, je suis la voie, la vérité, la vie. Alors, ça sonne mieux en latin, parce qu'il y a une belle allitération qu'on ne peut pas retrouver en russe, ni même en slavon. Mais il est quand même, le Christ dit, je suis la vérité. Oui, c'est pour ça que Dostoïevski reste avec cette vérité-là du Christ, et la vérité avec un petit V. Ah, oui, évidemment, c'est un moyen de s'en sortir. Oui. Les paroles en question, qui sont vraiment très importantes, qu'on trouve dans la lettre à Natalia von Wiesina, ces paroles, elles sont citées dans un roman, elles sont reprises par Svidrigaïlov, non, pardon, par Stavrogin, cette espèce de diable, enfin une des innombrables figures du diable, mais Stavrogin ne les prononce pas lui-même, c'est Chatov qui lui rappelle qu'autrefois il les a prononcés. C'est pas facile à maîtriser tout ça. Hein. Oui, d'autant plus qu'on ne peut pas identifier les propos des personnages à Dostoïevski. Ah, c'est pourtant ce qu'il fait. Il cite sa propre lettre et il l'attribue à Stavrogin. C'est quand même diabolique. Il a l'art de distribuer entre différents personnages ses idées, et parfois il les met dans la bouche de personnages qui sont à l'opposé de lui-même. Ça. Pas directement à Stavrogin, mais comme via Chatov. Oui, c'est ça qui complique la chose. Mais oui, ça complique la... Oui, non, c'est pas simple, oui. Non, mais ça se trouve... Bon, ça se trouve dès le début de Crime et Châtiment. Stavrogin, elle a déjà oublié. Peut-être. Elle est dans ça, oui. Mais ça se trouve dès le début de Crime et Châtiment. Enfin, le merveilleux jugement dernier, raconté par Marmeladov, cette espèce de Poivreau, c'est Pascal qui avait eu le toupet de traduire par Poivreau. C'était le début du respect pour la langue telle qu'elle se parle, hein, et pas une langue académique. Mais cette espèce de Poivreau raconte dans un style invraisemblable, avec des choses relativement vulgaires et des citations en slavon grosses comme ça, raconte le jugement dernier où le Christ pardonne. C'est fabuleux.
Et c'est raconté par un poivreau qui, dans un bistrot tout à fait sale. Et d'ailleurs, il se fait après, les clients du bistrot le traitent de fonctionnaire, ce qui est vraiment l'insulte majeure. Alors, je voudrais avoir ton idée sur un personnage qui moi, m'intéresse beaucoup, mais je n'ai pas assez travaillé, et dont tu ne parles pas, et tu as bien raison, parce que Dostoïevski n'en parle pratiquement jamais, qui est le métropolite Philaret, Drozdov. Ah. Effectivement, je n'en parle pas. Non, tu n'en parles pas. Non. Non, mais tu ne peux pas parler de tout, hein, c'est Oui. évident. Oui, oui. Et je ne me souviens pas avoir lu quoi que ce soit sur les rapports de Philaret et de Dostoïevski. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non. Alors, il y a deux choses. La première qui est purement anecdotique, quelque part dans les écrits qui tournent autour des frères Karamazov, il y a une petite note sur un bruit qui a couru à Moscou en 1867, au moment de la mort du métropolite. Il paraît que cet homme, le cadavre de cet homme, s'est décomposé avec une vitesse proprement scandaleuse. Bon, alors quiconque a lu les Karamazov se pose des questions. Dans quelle mesure Zosime ressemblerait au métropolite? Le second point, qui est à mon avis beaucoup plus important, c'est que Philaret a fait un énorme travail au début du siècle. D'abord, il est le premier à avoir traduit l'Évangile en russe, contre l'avis de beaucoup d'ecclésiastiques, qui estimaient que l'Évangile la Bible en général devait se lire en slavon, ou pas du tout. Comme le slavon n'est tout de même pas lisible facilement par tout le monde, il valait mieux ne pas lire la Bible. Bien, Philaret a traduit l'Évangile en russe. Et c'est la version de Philaret que Dostoïevski a reçue des mains de von Wiesina et qu'il a lue au bagne. C'est la version de Philaret qu'il cite dans Crime et Châtiment. C'est elle que lit Sonia, à la demande de Raskolnikov, à qui le juge d'instruction l'a suggéré. Ça reste très mystérieux tout ça. Et d'autre part, Philaret a écrit un catéchisme qui est toujours, que je sache, en usage dans l'Église orthodoxe russe. Un catéchisme qui est absolument passionnant. Donc, je me suis offert le luxe scandaleux de lire d'une main ou d'un œil le catéchisme du métropolite Philaret et de l'autre œil le catéchisme de Bossuet. La différence est intéressante. Bon. Alors voilà des raisons de s'intéresser au métropolite Philaret. Est-ce que je dis des choses complètement absurdes? Est-ce que le nom du métropolite Philaret est connu? Il est très connu. Il est très connu. Très connu. Oui. Drozdov, très connu. Mmh. Même canonisé. Mais j'espère bien. Récemment. Oui, je sais bien. Oui. Et justement, la question de la traduction, ça a été très compliqué pour faire admettre justement cette traduction, mais il a été soutenu par le tsar, et donc qui était intéressé. Ensuite, il y a eu l'histoire de la société biblique, etc. Tout ça, c'est toute une aventure. C'est toute une aventure. Mmh. Non. Pouchkine a écrit une poésie adressée au métropolite Philaret. Mais c'est le métropolite qui avait commencé. Oui. Ah non, c'est le petit texte de Pouchkine qui est désolant. Alors ça, j'ai le tort de le traduire, du coup j'ai oublié le texte russe. C'est scandaleux. Dites-nous en français. Da случайный, da. Voilà, une voix d'outre-ciel. Parfois, non, c'est justement ça. Et alors, ce texte
exprime un formidable scepticisme. Enfin, en gros, il veut dire pourquoi la vie m'a-t-elle été donnée. Juste zачем ты мне дана, effectivement. Et le métropolite a pris soin de reprendre les rimes du poème de Pouchkine et d'écrire un à la manière d'eux, un bout rimé, où il rétablit la saine doctrine. Et Pouchkine lui a répondu par un poème extrêmement respectueux. Bon, il est là aussi. Alors, une autre question qui me turlupine moi aussi. Bon, tu es très, très soucieux de mettre en avant un certain nombre de lectures contemporaines qui sont nettement plus... Je parle de faits simplement, hein, qui sont nettement plus exactes que ce qu'on avait pu dire autrefois. Bon, par exemple, indépendamment de ce qu'on a dit le professeur Freud, par exemple, la question de l'assassinat du père Dostoïevski ou de la mort du père Dostoïevski est une question qui est loin d'être claire. Hein. Et ça, tu l'indiques très, très précisément. Tu indiques très précisément que Freud travaillait avec des données évidemment insuffisantes. Il y a un autre point qui me paraît très important comme à toi, c'est cette anecdote très récemment, il y a 50 ans, mais ça fait rien, révélée, qui est l'histoire de la petite fille qui a été violée, ceci à l'époque où Dostoïevski avait 10 ans. Bon, c'est quelque chose qui a été révélé relativement récemment. C'est extraordinaire. Bon, ça c'est une légende qui est répandue notamment par les psychanalystes, hein, que Dostoïevski aurait lui-même violé une enfant. Or, effectivement, il y a eu viol, mais Dostoïevski, comme il le raconte, comme le rapporte Sophie Kovalevska dans ses souvenirs, dans son enfance, a été le témoin du viol d'une enfant, et cela l'a traumatisé. Et à partir de là, les psychanalystes ont fait reporter la faute sur Dostoïevski, et jusqu'à Julia Kristeva qui propage encore ce mythe, cette légende. J'ai été obligé d'intervenir à Strasbourg où devant plusieurs centaines de personnes, elle répétait cela. Alors, elle a nié, mais c'est pas vrai. Attendez. Mettons les choses au point. C'est dans les années 70 du XXe siècle qu'un chercheur russe est arrivé à rencontrer la petite fille de Madame Filosofova, qui est une amie de Dostoïevski, et cette dame, qui s'appelle Zenaïda Trubetsker, elle lui a dit que on lui avait dit, c'était son oncle qui lui a rapporté la chose, que Dostoïevski, un beau jour, a raconté cette histoire chez Madame Filosofova. Et cette histoire ne dit pas du tout que Dostoïevski est violé. Il avait 10 ans. C'est un peu difficile. Bon, il a été témoin, ou tout au moins, on lui a dit d'aller chercher son père, parce qu'il y avait une petite fille qui perdait tout son sang à la suite de l'intervention d'un ivrogne ou d'une brute quelconque, et elle en est morte. Alors, est-ce que Dostoïevski l'a inventé? Non. Probablement pas. Et j'en ai, si j'ose dire, une preuve. Il y a un moment où il est question, dans Crime et Châtiment, il est question entre le juge d'instruction et Razumихин, l'ami de Raskolnikov. Et Raskolnikov est, je crois, présent à ce moment-là. Il est question de la criminalité, le juge d'instruction s'y connaît, et de la fameuse théorie du milieu. Les criminels, ça se disait beaucoup dans les milieux... oui, ça tu en parles, bien sûr. Ça se dit beaucoup dans les milieux, disons, avancés. Les criminels seraient le produit d'une société mal organisée. Si la société était bien organisée, il n'y aurait plus de criminels. Bon.
Et le juge d'instruction n'est pas du tout d'accord avec cette histoire-là. Et pourtant, alors que Razumichin trouve ça scandaleux, le juge d'instruction dit, enfin Pavel Petrovitch, dit c'est pas complètement faux.